Le mur de Berlin. Un pan du rideau de fer qui scinde l'Europe en deux. Derrière les barbelés, les militaires ont toujours retenu les populations du monde communiste. En 1989, le mur est encore intact. Mais l'ambiance a changé à Moscou. Le recours à la force s'était complètement discrédité. Il n'était plus possible de stabiliser le monde par les recours militaires. Nous y avons vu une opportunité réelle, car l'Union soviétique reconnaissait qu'elle n'allait pas gagner la course aux armements. Elle n'allait pas nous enterrer. Nous en sommes les bénéficiaires. Décembre 1988. Mikhail Gorbatchev rencontre le nouveau président américain George Bush et son prédécesseur Ronald Reagan. Gorbatchev a pris sa décision. La guerre froide doit prendre fin. Les Américains restent sur leur garde. Gorbatchev subissait des pressions de la droite, si on peut l'appeler ainsi, de ses militaires et Dieu sait qui d'autre. Et ces gens ne tenaient pas à voir un changement aussi rapide. En 1989, Gorbatchev a décidé de relâcher le contrôle soviétique sur les pays du bloc communiste. Il annonce aux populations de l'Europe de l'Est qu'elles ont le droit de choisir leur propre avenir. Mais ses interlocuteurs se demandent ce qui va se passer si les non-communistes prennent le pouvoir. L'Union soviétique va-t-elle vraiment leur laisser les coups des franches? Gorbatchev était convaincu que lorsque ces pays obtiendraient leur liberté, ils choisiraient un socialisme à visage humain. Il croyait qu'ils ne tourneraient pas le dos à Moscou et qu'ils ne rejoindraient pas l'Ouest. Il pensait qu'ils seraient reconnaissants envers Moscou et qu'ils conserveraient des liens d'amitié avec l'Union soviétique. Mais tout le monde ne souhaite pas se libérer de Moscou. Des dirigeants communistes comme Erich Honecker en Allemagne de l'Est comptent sur l'appui des Soviétiques pour se maintenir au pouvoir. Imaginez que l'Union soviétique, après 40 ans d'alliance, laisse chaque pays socialiste se débrouiller seul et leur tourne le dos comme s'il n'y avait jamais eu de communauté fraternelle. C'était vraiment incroyable. Hongrie, 1956. Les chars d'assaut soviétiques matent la tentative hongroise d'instaurer la démocratie et l'indépendance. Imre Nagy et les autres dirigeants du soulèvement sont exécutés. Les réformes économiques accroissent le niveau de vie pendant un certain temps. Puis, c'est le désastre. En 1989, le gouvernement communiste perd le contrôle. Mais les soldats soviétiques restent au pays. La colère gronde à nouveau dans le peuple hongrois. La peur incite le régime à promettre des changements politiques et davantage de démocratie. Le pays était au bord du gouffre. Une situation de crise totale imminente. Sur le plan économique, nous avions accumulé une dette énorme. Sur le plan politique, les principaux acteurs du pays avaient tous compris qu'il était impossible d'améliorer les conditions de vie en réformant le modèle socialiste. En mars 1989, le premier ministre Nemeth se rend à Moscou. Les dirigeants hongrois planifient les élections multipartites libres. Mais est-ce que ce sera trop pour Gorbatchev? J'ai dit, je ne sais pas encore quand la première élection aura lieu.
Mais étant donné que vous maintenez quelques 80 000 soldats au pays, et compte tenu de ce qui s'est passé en 1956, lorsque vos chars d'assaut ont écrasé les révolutionnaires et toutes les forces qui combattaient alors pour la liberté, allez-vous répéter l'exercice de 1956 ou non? Et Gorbatchev m'a répondu clairement, sans hésitation, « Je ne suis pas d'accord avec le multipartisme, l'introduction du multipartisme en Hongrie. Mais ce n'est pas ma responsabilité, c'est votre responsabilité. » À Budapest, les dirigeants du soulèvement de 1956, morts assassinés, ont été inhumés dans une tombe anonyme. Aujourd'hui, le gouvernement accepte de les réhabiliter, les vivants et les morts. Imre Nagy et ses camarades ont droit à des obsèques nationales. Le gouvernement déclare que la révolution de 1956 est justifiée. La foule écoute les noms des martyrs. Tout le monde sait que ce n'est pas seulement une cérémonie de deuil, c'est un cri national de colère. J'ai été stupéfait de voir sur cette liste de jeunes garçons qui n'avaient que 14 ans, 16 ans, lorsqu'on les a arrêtés et emprisonnés. On a attendu leur 18e anniversaire et dès le lendemain, certains d'entre eux ont été tués. Cette réinhumation représentait pour nous une réconciliation avec notre passé et l'histoire. Cela signifiait un nouveau départ, à zéro, et surtout sur le plan politique, un renouveau. Un mois auparavant, la guerre froide avait perdu un symbole. Le gouvernement hongrois avait retiré les barbelés sur sa frontière avec l'Autriche et l'Occident. L'Union soviétique n'a rien fait. Même si les déplacements ne sont pas complètement libres, le rideau de fer a commencé à se désintégrer. La hardiesse de la Hongrie inquiète les dirigeants de la ligne dure du pacte de Varsovie, à commencer par le dirigeant est-allemand Erich Honecker. Son État délimite l'Empire soviétique à l'ouest. La première réaction de Honecker a été d'envoyer le ministre des Affaires étrangères à Moscou pour protester contre cette décision. Moscou a répondu « Nous ne pouvons rien y faire ». C'était unique. C'était la première fois que Moscou nous disait une chose pareille. Les Polonais, comme les Hongrois, se détachent du système communiste. Aux prises avec une vague de grèves politiques menée par le mouvement d'opposition Solidarité, le régime cède. Je savais que le système communiste était mort. Le seul problème, c'était de trouver le meilleur moyen de se débarrasser du communisme. En 1981, avec l'accord des Soviétiques, Solidarité a été écrasée par l'armée polonaise. Ses dirigeants ont été emprisonnés. Mais cette fois, au début de l'année 1989, le gouvernement entame les discussions avec Solidarité. Les communistes polonais sont prêts à partager le pouvoir, à discuter de transition vers la démocratie.
Des institutions démocratiques se constituaient. C'était un substitut de démocratie entière. Mais nous étions différents des autres pays du bloc. Nous étions une sorte d'îlot hérétique. En juin, les élections ont lieu. Les communistes y subissent une cuisante défaite. Solidarité remporte 99% des sièges du Sénat. Quelques semaines plus tard, pour la première fois dans le bloc soviétique, un premier ministre anticommuniste prend le pouvoir. Lorsque nous avons appris que Gorbatchev envisageait des réformes, nous avons compris qu'il ne s'opposerait pas aux nôtres. Et ça a été très important pour nous. Au sommet du pacte de Varsovie, les dirigeants sont divisés. Honecker, comme Nicolae Ceausescu de Roumanie, s'inquiète vivement de la situation en Pologne et en Hongrie. Honecker et surtout Ceausescu étaient contre nos réformes. Un jour, nous étions en réunion avec Ceausescu à sa résidence en banlieue de Bucarest. Sa femme et lui, Raïssa et moi-même, nous avons eu une discussion enflammée. Nous avons vraiment haussé le ton. Nous avons parlé tellement fort que nous avons dû faire sortir tous nos gardes de sécurité afin qu'ils ne puissent pas nous entendre. Nous avons eu vent que Ceausescu en Roumanie, Jakeš en Tchécoslovaquie et Honecker organisaient une sorte de complot. Ils voulaient persuader Gorbatchev d'intervenir contre la Pologne et la Hongrie. Ils disaient que ces pays avaient dépassé les limites de ce qui était acceptable dans les pays socialistes. Quand j'ai entendu la première proposition de Ceausescu à ce sujet, j'ai jeté un coup d'œil à la délégation soviétique qui était assise en face. Et nos regards se sont croisés. Il me disait, d'accord, ne vous y opposez pas. Autrement dit, il m'a envoyé du regard un message important. Pas besoin d'en parler. Cela n'arrivera pas. Et ce n'est pas arrivé. En juillet, le président George Bush se rend en Pologne, en Hongrie. L'Ouest appuie moralement ces deux pays dans leur changement vers la démocratie, mais guère plus. En Hongrie, on présente à Bush un bout de barbelé, un souvenir du rideau de fer hongrois qui a été démantelé. Nous croyons que le mur artificiel, physique et spirituel qui existe encore s'effondrera un jour partout dans le monde. Et ça, c'est formidable. Merci, monsieur. Je suis une personne plutôt émotive. Je pleure trop facilement. J'ai pleuré à ce moment-là. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai reçu ce symbole de la fin de la guerre froide. Dans son ranch du Wyoming, James Baker, le secrétaire d'État de Bush, se lie d'amitié avec Edouard Shevardnadze, le ministre soviétique des Affaires étrangères. Baker confirme à Shevardnadze que les États-Unis vont agir prudemment en Europe de l'Est et qu'ils ne vont pas tirer profit des problèmes des Soviétiques. Je crois qu'à Jackson Hole, nous sommes parvenus à instaurer un nouveau climat de confiance. Tout le monde, du côté américain, en fait, considérait qu'il était très important de soutenir Gorbatchev, Shevardnadze et les réformateurs en Union soviétique, et par tous les moyens possibles, afin que l'atterrissage se fasse en douceur. La guerre froide aurait pu ne pas se terminer en douceur. Elle aurait pu prendre fin de manière explosive. Déjà en Chine communiste, les revendications pour le respect des droits de la personne et la démocratie se sont soldées par une tragédie. Sur la place Tiananmen à Beijing, les chars d'assaut et les soldats ont chargé des manifestants pacifiques. Il y a eu plusieurs morts.
Le monde frissonne. Les réformes en Europe de l'Est vont-elles se terminer de la même manière? En Allemagne de l'Est, Erich Honecker approuve la solution chinoise aux manifestations politiques. Il refuse de reconnaître que son propre système comporte des failles. Je leur ai dit qu'ils étaient responsables de la situation dans leur propre pays. À vous de décider des réformes nécessaires. Nous avons besoin de la perestroïka. À vous de déterminer si vous en avez besoin. Honecker a rétorqué « Nous avons fait notre perestroïka, nous n'avons rien à restructurer ». Mais en réalité, l'Allemagne de l'Est est en train de pourrir. L'air et l'eau sont empoisonnés par la pollution. L'économie s'effrite. La police d'État réprime toute initiative. En public, c'est l'apathie. En privé, on rêve. Wissen Sie, die meisten in der DDR hatten sich eingerichtet, hatten sich zurückgezogen ins Private. La plupart des citoyens de la RDA avaient trouvé refuge dans leur vie privée. On allait au travail et on veillait à ce que notre vie privée soit protégée. Puis, on se retirait chez soi, avec ses amis, dans son monde privé. On critiquait la société à la maison, mais seulement en présence de personnes de confiance. Cet été-là, les Allemands de l'Est se ruent vers la Hongrie pour leurs vacances. Il y a une issue de sauvetage pour fuir. La frontière de la Hongrie avec l'Ouest s'affaiblit. À Budapest, les Allemands de l'Est assiègent l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest afin d'obtenir de l'aide pour émigrer. Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl a confiance en Gorbatchev. Kohl prévoit soutenir l'économie hongroise si on permet aux Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Il croit que Gorbatchev ne s'objectera pas à l'entente avec les Hongrois. Die hier stehenden Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihnen DDR passieren, das Land verlassen. Les Hongrois acceptent que les Allemands de l'Est traversent la frontière vers l'Ouest. Honecker qualifie les réfugiés de parias. Je crois qu'il ressentait un mélange de colère et de mépris complet pour ces hordes de gens. Ces ingrats qui avaient fui dans l'autre camp. Bis hin zur Verachtung, über Undankbarkeit nenne ich es mal. Les réfugiés d'Allemagne de l'Est se rendent en Hongrie dans l'espoir de traverser à l'Ouest. Mais l'Allemagne de l'Est interdit le passage vers la Hongrie. Désespérés, les Allemands de l'Est en fuite se tournent vers la Tchécoslovaquie. Ils se rassemblent à l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest, à Prague. Nous n'avions aucun avenir. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse dans cette répression. Il n'y avait pas que l'interdiction de voyager, mais toutes sortes de petites choses quotidiennes. Quand l'ambassade est pleine, les réfugiés escaladent les clôtures du jardin. Nous savions qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient à l'intérieur, mais nous n'étions pas sûrs si la police s'y trouvait, ou même si la police de la sécurité d'État, la Stasi, était là. Nous longions la clôture en craignant le pire. Lorsque des gens de l'intérieur de l'ambassade sont venus et nous ont dit « Voulez-vous entrer ?» Nous étions abasourdis et nous avons répondu « Oui ». Ils ont ajouté « Attendez, nous allons chercher une échelle ». Nous avons escaladé la clôture. Au début, c'était bondé de monde, c'était effrayant, des gens partout. De plus en plus de réfugiés s'entassent dans l'ambassade et refusent de partir. Je n'avais aucun avenir en RDA. Je travaillais 70 heures par semaine. Je dormais 30 heures peut-être. Ce n'est pas normal. Il n'y avait pas d'avenir pour moi et ma famille. La police tchèque oppose une résistance futile pour endiguer le flot. À l'intérieur de l'ambassade, la surpopulation et l'insalubrité empirent à tous les jours. Les deux gouvernements allemands de l'Est et de l'Ouest
ne savent plus quoi faire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'Ouest, Hans-Dietrich Genscher, se rend à Prague. Sous la pression des Soviétiques et des Allemands de l'Ouest, Honecker consent à une entente pour sauver la face. Les réfugiés peuvent se rendre en Allemagne de l'Ouest, mais seulement si leur train traverse d'abord en territoire est-allemand. Honecker pourra alors se vanter de les avoir expulsés et déchus de leur citoyenneté. Le train s'est arrêté. 2 hommes ont ouvert les portes. « Bonjour, nous sommes de la sécurité d'État et nous allons maintenant ramasser vos cartes d'identité. » Et je n'oublierai jamais comment ils ont dû se pencher pour ramasser ces documents parce que les gens jetaient leurs cartes d'identité à leurs pieds. On se disait, « Là voilà votre carte, vous ne pouvez plus me menacer. » C'était très satisfaisant. De retour à Prague, une nouvelle vague de réfugiés prend d'assaut la clôture de l'ambassade. Leur dernière chance de se rendre à l'Ouest semble s'estomper. En quelques jours à peine, quelques 5000 personnes s'entassent dans les jardins de l'ambassade. Certains Allemands de l'Est choisissent de rester et de protester. Les églises luthériennes accueillent le mouvement d'opposition. Inspirés par Gorbatchev, les manifestants rêvent de transformer l'Allemagne de l'Est en une démocratie. Ich glaube, für die meisten war Gorbatschow eine große Hoffnung. Gorbatchev nous a donné un grand espoir. In verschiedener Weise. Einmal, Premièrement, il a tenté de transformer son pays comme nous voulions transformer le nôtre, par la perestroïka, par une libéralisation progressive. Liberalisierung des ganzen Systems. À Leipzig, la police riposte. Le 4 septembre, des journalistes occidentaux filment des agents de sécurité en civil qui s'en prennent à des manifestants. Un nouveau chant de provocation se fait bientôt entendre. Nous restons ici. Nous restons ici, c'était une protestation contre ce que la RDA avait fait, c'est-à-dire de forcer les jeunes à quitter le pays parce qu'ils n'avaient pas d'avenir. Ça a été un tournant décisif et les gens ont dit « Nous continuons d'espérer ». Tous les lundis à Leipzig, il y a des manifestations à l'église Nikolai. Elles se transforment en protestations populaires. La police tente de les arrêter. Mais le gouvernement flanche. En bref, nous étions sans voix parce que nous étions impuissants. Parce que ce pays et ce pouvoir n'avaient jamais fait face auparavant à un conflit aussi ouvert. Seul Honecker semble ne pas s'en apercevoir. À la veille du 40e anniversaire de l'Allemagne de l'Est, en ce mois d'octobre, il reste confiant alors qu'en compagnie de son collègue Egon Krenz, il s'apprête à accueillir son invité de marque, Mikhail Gorbatchev. La délégation soviétique sait très bien que le régime est-allemand est chancelant. Le spectacle de célébration victorieuse apparente commence. Mais au défilé au flambeau de la jeunesse communiste, les marcheurs laissent tomber leur slogan appris par cœur. Ils commencent à scander un autre nom,
Gorby. Honecker fait semblant de ne rien entendre. C'étaient des jeunes gens spécialement sélectionnés, forts et de belle apparence. Ils étaient d'humeur joyeuse, mais ils ont commencé à scander des slogans. Gorby, aidez-nous. Gorby, restez ici. Rakowski, le dirigeant polonais, est venu vers nous et a demandé « Comprenez-vous l'allemand » J'ai répondu « Oui, un petit peu. »« Entendez-vous » J'ai répondu « Oui. » Il a ajouté « C'est la fin. » Et c'était la fin. Le régime était condamné. Lors de rencontres de plus en plus surréalistes, Gorbatchev tente de les amener à voir la situation de manière plus réaliste. Honecker et moi, nous avons passé environ 3 heures à discuter. Il ne comprenait pas pourquoi je voulais le rencontrer. Mais nous avons eu une discussion sérieuse. Je lui ai dit ce que nous faisions. Il m'a dit ce qu'il faisait. Il a tout décrit comme une suite de victoires. Mais j'ai dit, celui qui est à la remorque des événements perd. Il m'apparaissait évident qu'ils parlaient tous deux de choses tout à fait différentes. Ils n'ont pas essayé de trouver de solution médiane. Pendant toute la conversation, ils ne se sont pas entendus sur un seul point. Pendant la réception de clôture des dirigeants, un complot se trame contre Erich Honecker. Un groupe du Politburo est-allemand décide de se débarrasser de lui. Nous ne pouvions plus nous permettre d'hésiter à évincer Honecker. Nous devions agir vite. Il était évident qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait une vision autocratique sur ce qui se passait autour de lui. Il ne pouvait pas faire face à la situation. Verehrte ausländische Gäste, recht herzlich danken, dass Sie an den Feierlichkeiten aus Anlass des 14. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik teilgenommen haben. Au dîner, en compagnie de Gorbatchev et des dirigeants des pays du pacte de Varsovie, Honecker est un hôte agréable. Entre-temps, une foule hostile se masse à l'extérieur. Honecker projette d'écraser la nouvelle opposition. Personne ne sait jusqu'où il ira. On avait cette peur permanente qu'on règle le problème à la chinoise et qu'on recourt aux armes. On n'a jamais pu ignorer cette possibilité. On a même pensé parfois que les chars d'assaut soviétiques allaient apparaître. Ce soir-là, les manifestations se poursuivent à Berlin. À Leipzig, plus tôt ce même jour, les autorités se préparaient à affronter les manifestants avec des armes. Cette nuit-là, la police charge et disperse les manifestants. Mais on annonce un rassemblement encore plus important le surlendemain.
L'armée est en état d'alerte. Presque toutes les brigades paramilitaires ont été mobilisées. Les policiers volontaires étaient présents en force. Plus de 8000 hommes ont été armés et envoyés à Leipzig avec leur équipement. On nous a remis 2 fois plus de munitions que d'habitude. D'habitude, on nous donnait 60 balles. Cette fois-ci, ils nous en ont donné 120. L'un de nous avait un ami à l'hôpital qui avait entendu que les réserves de sang avaient été commandées et que des lits supplémentaires devaient rester disponibles ce jour-là. La ville était en état d'urgence. Les magasins devaient fermer à 17 heures. Nous nous sentions très intimidés. Au travail, les gens se prévenaient l'un l'autre. N'allez pas en ville ce soir. Qui sait ce qui va se passer? Quand la manifestation de Leipzig éclate, les dirigeants du Parti communiste local réalisent que 70 000 personnes sont déjà dans la rue. Inquiet, l'ambassadeur soviétique téléphone au commandant des forces soviétiques de la région. Je vous conseille d'ordonner immédiatement aux soldats de retourner aux casernes. C'est le premier point. Deuxièmement, arrêtez toutes les manœuvres. Troisièmement, arrêtez tous les vols d'avions militaires. Et ne vous ingérez pas dans le déroulement des événements sous aucun prétexte. Les communistes de Leipzig supplient l'opposition de discuter avec eux. Puis, ne recevant pas d'ordre de leurs supérieurs, la police est-allemande et les soldats se retirent. La manifestation se poursuit dans le calme. Pour les Allemands de l'Est, c'est le point tournant décisif. Les gens s'embrassaient et disaient « Oh mon Dieu, il se passe quelque chose maintenant ». Et finalement, nous commençons à nous parler les uns les autres. Si nous nous parlons les uns les autres, personne ne va ouvrir le feu. Les Alliés de Necker le désertent. Le 17 octobre, il est déchu du pouvoir par Egon Krenz et tout le Politburo. Il était grand temps qu'il parte. Il nous aurait été impossible de sortir de ce gouffre avec lui au pouvoir, même s'il avait mis toute son autorité au service du changement. Egon Krenz est maintenant au pouvoir. Il promet des réformes démocratiques. Il annonce aux Allemands de l'Est qu'il facilitera les déplacements vers l'Ouest, le problème à l'origine de toute cette crise. Bien sûr que nous sentions une pression énorme, en tout temps. Nous devions agir. Le 1er novembre, Krenz rend visite à Gorbatchev à Moscou. Nous avons discuté très franchement de la question du libre passage. Et il m'a dit, si vous ne trouvez pas une nouvelle formule qui permette aux citoyens de la RDA de voyager, alors ça n'ira pas bien pour vous. Malheureusement, Egon Krenz n'avait aucun charisme. Il n'était pas accepté par la population. Il ne plaisait pas aux masses. Il ne trouvait pas les mots pour parler aux gens, parce qu'il ne parlait que le vieux jargon du parti. En 1989, bien des gens, y compris moi, ne cherchaient plus le dialogue. Je me souviens que nous disions « L'heure n'est plus au dialogue, mais à la confrontation ». Krenz offre en vain de nouvelles libertés. Les manifestations populaires s'intensifient et on réclame davantage. À Berlin-Est, le 4 novembre,
un demi-million de personnes se rassemblent. Le 9 novembre 1989, Günter Schabowski annonce aux journalistes de Berlin que les restrictions sur les déplacements vers l'Ouest vont être levées. Le gouvernement prévoit que le changement va entrer en vigueur le lendemain. Mais Schabowski se méprend sur la date. C'est en vigueur à compter de maintenant? Camarades, on m'a dit que la déclaration a déjà été faite. Vous devriez déjà la voir. Selon mes informations, c'est à partir d'aujourd'hui, immédiatement. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Les Berlinois de l'Est se précipitent pour voir si les postes de contrôle du mur s'ouvrent vraiment. Les gardes-frontières sont déconcertés. Nous n'avions reçu aucune directive de nos supérieurs. Aucune. Juste d'observer la situation. Nous avons tenté à plusieurs reprises de parler à nos supérieurs, mais personne ne nous a rappelés. Vous devez tenir compte que nos soldats étaient armés ce jour-là, comme d'habitude, et ils n'avaient qu'un ordre. Cet ordre, c'est d'arrêter quiconque tente de fuir. Mais la foule est maintenant considérable. Soudain, les gardes cèdent. Ils ouvrent les barrières. Ils ont ouvert la frontière et n'ont pris aucune contre-mesure. Ils ne m'ont pas consulté ni demandé mon approbation. Das ist ein wunderschöner Tag. Je me suis retrouvée dans un groupe de gens qui applaudissaient. Je n'ai pas compris pourquoi sur le coup. Puis je l'ai réalisé. J'étais vraiment à Berlin-Ouest et les Berlinois de l'Ouest étaient venus à la frontière et ils nous applaudissaient. Tout le monde pleurait et s'embrassait. Même aujourd'hui, quand j'y pense, mon cœur bat. C'était tellement émouvant. Die wollen mal besuchen, die warten um 12 Uhr. Mal ruhiger. Nur mal gucken. Das ist traumhaft. Und dann wieder zurück. Wann? Ne, heute irgendwann. Oder, also besser gesagt, doch heute. Wahnsinn! Wahnsinn! Was zu toll. Das ist toll. 28 Jahre, das ist die Stunde. Ich bin sehr glücklich. Les Berlinois de l'Ouest arrivent de l'autre direction. Ils commencent à démolir le mur en face de la porte de Brandebourg. Also die Idee, auf der Mauer herumzuhacken, die kam irgendwie, das war so ein Gemeinschaftsgeist. On a tous eu la même idée. Nous devons maintenant nous débarrasser du mur. Tout le monde avait ses propres raisons. Pour moi, c'était parce que j'avais des parents de l'autre côté qui ne pouvaient pas nous rendre visite. Quand j'ai pensé à ma tante et à la raison pour laquelle je n'ai pas pu la voir avant sa mort, ça m'a mis tellement en colère. C'était libérateur de s'en prendre au mur. Der Kommunismus ist gestorben. Wir nehmen das mit rüber. Die ist tot. Ja, wir lebt doch noch. Ja,
C'était émouvant, mais je dois dire que je faisais attention de ne pas trop m'enthousiasmer. La chose la plus stupide qu'un président ait pu faire à ce moment eût été d'y aller, de danser sur le mur de Berlin et de narguer ouvertement les militaires soviétiques et Gorbatchev. Qui sait comment il leur aurait fallu réagir? Le lendemain matin, on m'a téléphoné. J'ai dit, vous avez pris la bonne décision. Car comment peut-on tirer sur des Allemands qui traversent la frontière pour rencontrer d'autres Allemands de l'autre côté? Il fallait donc que la politique change. De chaque côté de ce mur, deux mondes armés s'étaient affrontés. Ce jour-là, leur rivalité bascule dans l'histoire. L'Allemagne va être réunifiée, mais la révolution anticommuniste de l'Europe n'est pas encore terminée.